Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur CEO Talks, ou devrais-je dire en français CEO parle. CEO, c'est le mélange de she qui veut dire elle et CEO qui veut dire PDG. Alors, comme tu t'en doutes, ici, on parle business, ambition, entrepreneuriat. Je m'appelle Aïcha Temfak, je suis la fondatrice de Miss Series Montréal, la meilleure marque de sac au monde. Et oui, je le dis avec confiance, c'est la meilleure marque de sac au monde. Ici, je te partage mon parcours entrepreneurial, mes bons coups, mes mauvais coups. Pour la petite histoire, je suis maman de 2 petites filles et je suis encore CPA, donc comptable professionnel agréé ou experte comptable pour nos amis les Français, et je travaille à temps plein. Donc, je connais une chose ou deux sur la gestion du temps, la gestion des finances et l'entrepreneuriat en général. Alors, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je vais réussir, réussir, réussir. Même si des fois je me prends la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire pour réussir, réussir, réussir. Même si des fois ça me prend la tête, prends la tête, prends la tête. Je vais tout faire. Dans les épisodes précédents, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de mon passage à l'émission Dans l'œil du dragon, comment j'ai commencé, ma réalité en tant qu'entrepreneur noir, ma gestion du temps, beaucoup de bons sujets. Alors, si tu n'as pas encore regardé ces épisodes, je t'invite à le faire. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus personnel où je te raconte mon histoire de vie, d'où je viens, où je suis née, comment j'ai grandi, comment j'en suis arrivée où je suis aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, pour que tu saches de quoi il s'agit, j'aimerais te présenter Miss Series Montréal. Alors, Miss Series, c'est ma marque de sacs à main et de sacs à dos maintenant en cuir vegan que j'ai lancé en fin 2022. C'est quoi la particularité de Miss Series dans l'océan de marques de sacs qui existent? C'est que quand j'ai décidé de lancer j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'avais du temps, donc j'ai fait des recherches. Je cherchais une marque qui aurait 4 critères. Un côté fancy, style maison de haute couture. Côté pratique pour la vie de tous les jours, parce que maman professionnelle, ça me prend un certain niveau de praticité dans mes sacs. La qualité. Et puis le côté abordable, parce que j'allais pas dépenser des milliers de dollars sur un sac fancy qui n'a même pas de poche d'ordinateur, par exemple. Alors, quand je regardais ces 4 critères-là, je ne trouvais pas de marque qui réunissait les 4 critères de la manière qui me convenait. C'est donc là que j'ai décidé de créer Miss Series pour avoir des sacs, encore une fois, fancy, pratiques, durables et abordables. Alors, j'ai lancé ça en 2022 vraiment avec la mission de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour grâce à ce sac qui allait rehausser le look, peu importe ce qu'elles allaient porter, peu importe à quel point leur journée allait être occupée. Et Miss Series a aussi une mission sociale très forte, celle de combattre le mariage forcé des fillettes. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet missseriesmtl.com pour en apprendre plus sur cette initiative. Miss Series, c'est vraiment un projet de cœur que je fais en parallèle de ma vie de maman et de comptable à temps plein pour une autre compagnie. Alors, ça vient avec son lot de défis que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Alors, encore une fois, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Alors, maintenant que tu as compris c'est quoi Miss Series Montréal et que tu as compris c'est quoi l'idée derrière la marque, j'aimerais te présenter le sac du jour, ou devrais-je dire la Miss du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi Miss Boss, mais en motif de serpent. Donc, dans un des épisodes précédents, je vous avais présenté le Miss Boss noir, qui est un motif de croco. Celui-ci est tout récent, il est un motif de serpent. Il est vraiment, vraiment magnifique. Il sort de l'ordinaire. C'est un sac pour aller au travail. Donc, on est fatigué des sacs noirs, ennuyeux pour aller au travail. On a besoin de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, imagine, tu es habillé tout en noir et tu arrives avec ce sac, ou tout en blanc même, avec ce sac. Ça, c'est ton petit, ouais, I'm that girl. Donc, comme d'habitude, on a notre intérieur rouge signature que tous les sacs Miss Series ont. Donc voilà, plein de poches, ordinateur. On a ça ici pour les clés. Évidemment, on a la ganse ici qui est confortable pour l'épaule. Et on a toujours notre petite poche secrète ici où j'aime dire qu'on cache la carte de crédit de monsieur. Et on a notre poche ici qui s'ouvre et où on peut passer la valise quand on voyage. Donc voilà, Miss Boss en serpent, ce sac est vraiment, vraiment unique. Je ne sais pas s'il y a une autre marque qui allie le côté fancy et le côté pratique comme Miss Series. Alors, tous les sacs Miss Series sont disponibles sur notre site internet missseriesmtl.com. Alors, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Moi, je suis née au Cameroun dans les années 90, donc je suis une millennial. Et oui, donc je suis née dans la ville de Yaoundé. Non,
Et Seigneur, je suis née dans la ville de Douala, mais j'ai vécu à Yaoundé. Très tôt, mes éducatrices avaient décelé des habiletés intellectuelles quand même pas supérieures, mais on va dire élevées par rapport à la normale. Donc, j'ai commencé l'école à 2 ans. Dans mon pays, on commence à 3 ans, mais c'est un petit peu l'équivalent de la garderie quand même. Donc, il y a la petite section, moyenne section, grande section. Après ça, le cours préparatoire. Donc là, on est rendu au primaire, donc autour de 5 ans. Alors qu'ici, au Québec, on commence l'école à 5 ans. Donc, ça s'équivaut, on va dire. Et donc voilà, moi déjà dès l'âge de... Moi j'ai commencé à 2 ans, je suis née au mois de janvier, donc j'ai commencé en septembre de mes 2 ans en fait, 2 ans et demi on va dire. Et dès le début, c'est ça, on avait décelé que j'apprenais un petit peu plus vite et tout. Donc j'ai eu un parcours scolaire atypique parce que j'ai sauté des classes. Donc j'ai terminé mon primaire à 8 ans. Et j'ai commencé le secondaire, donc le collège. Et au Cameroun, le collège a 7 ans versus au Québec où le secondaire a 5 ans, mais par la suite, tu as 2 années de cégep. Donc, encore une fois, ça finit par s'équivaloir. Donc, voilà, donc j'ai commencé à 8 ans et j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 11 ans. Donc, j'étais rendue en quatrième, qui est l'équivalent de secondaire 3. Moi, j'ai grandi, ma mère était prof, mon père a quitté le Cameroun pour venir au Québec mon père a quitté le Cameroun pour venir au Québec en 1999. Donc, j'ai grandi avec ma maman. Mon papa était ici. Et quand mon papa est parti, ma petite sœur n'était même pas encore née. Ma maman était enceinte de ma petite sœur quand mon papa y partait. Donc, il est venu s'installer ici. Il était étudiant, donc il étudiait. Donc, c'est pas comme si on roulait sur l'or du genre, il avait un gros poste et il nous envoyait de l'argent. Non, il étudiait et il essayait de dresser la table pour que nous, on puisse le rejoindre quelques années plus tard. Donc, on est venu 6 années plus tard. Alors, donc voilà, on est arrivé ici. Moi, j'étais en secondaire 3 et mon frère et ma sœur avaient un petit peu le même problème dans le sens où ils avaient sauté des classes aussi. Quand on est arrivé ici, la commission scolaire nous a fait comprendre que on n'allait pas nécessairement pouvoir juste reprendre où on avait laissé parce que ça fonctionnait pas de la même manière. Donc, il était hors de question que je retourne en secondaire 3 parce que j'avais 11 ans et techniquement en secondaire 3, les élèves avaient quoi? 14, 15 ans? 14 peut-être? Donc, du coup, à cause de la puberté, les mauvaises influences, des choses comme ça, il était hors de question que la commission scolaire me laisse retourner en secondaire 3 parce que jeune fille de 11 ans au milieu de personnes de 14, 15 ans. Et juste pour la petite histoire, moi, à 11 ans, je ne savais même pas comment on faisait des enfants. Juste vous dire à quel point j'étais jeune et naïve. Je ne savais pas comment on faisait des enfants, j'avais 11 ans. D'ailleurs, par la suite, quand j'ai appris ça et que j'étais complètement scandalisée, terrorisée, mes amis se sont moqués de moi. Bref, au début, ma mère voulait retourner. Ma mère voulait retourner au Cameroun. Elle se dit non, c'est pas possible parce qu'elle aussi, elle avait ses propres défis. Ma mère était prof de secondaire, bon, de lycée, on va dire. Au Cameroun, c'est l'équivalent du secondaire. Elle enseignait les sciences de la nature. On appelle ça SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Donc, c'est l'équivalent de genre biologie et d'autres sciences. Bref, donc, arrivée ici, évidemment, ils n'ont pas validé ses diplômes comme elle voulait, donc elle ne pouvait pas continuer à enseigner. Il a fallu qu'elle retourne à l'école. Donc, ma mère s'est tapée 5 années d'études pour être infirmière, donc elle a dû réorienter sa carrière et tout. Pour la petite histoire, quand elle est retournée au cégep, parce qu'elle a fait 3 années de cégep, ensuite 2 années d'université, dans un de ses travaux d'équipe, elle s'est retrouvée dans une équipe avec une personne qu'elle avait enseignée au Cameroun quand elle était prof, qui avait aussi immigré au Québec. Elles se sont retrouvées en équipe ensemble. Donc, étudiantes les deux, alors que quelques années auparavant, ma mère était sa prof à elle. Donc, c'est vraiment une grosse leçon d'humilité. Ma mère a dû vraiment vraiment se rendre humble pour faire ce parcours parce que elle qui enseignait, qui a dû retourner sur les bancs d'école, en plus avec 3 enfants, c'était vraiment pas facile. Entre-temps, mon père avait eu des postes hors du Québec, donc il enseignait en Alberta. Mon père est ingénieur. Mais il a beaucoup enseigné, donc il a travaillé en Alberta. Après ça, il est allé enseigner en Nouvelle-Orléans. Donc, on a rejoint mon père ici, mais au final, on était toujours avec maman parce que papa travaillait hors du Québec, mais il revenait souvent nous voir. Donc, bref, retour à mes études et tout. Ma mère m'a amenée à la commission scolaire et tout. On a discuté. Ils ont dit qu'ils voulaient me remettre en 5e année. Donc, pour mes Camerounais ou les Français qui écoutent, c'est l'équivalent du cours moyen 1. Donc, on voulait me remettre au primaire, en fait. Donc, moi, j'étais en quatrième. Donc, 5e année, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Donc, j'allais perdre comme 4, 5 ans. C'était fou. Ma mère a dit, il est hors de question que vous remettiez ma fille au primaire. C'est hors de question. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'on finit le primaire ici à 12 ans. Voilà. Et donc, secondaire 3, c'est 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'avais 11 ans, j'étais en secondaire 3, alors qu'à 11 ans, on est en 5e année.
Ma mère a dit non. Ma mère a dit, ma fille elle s'est factorisée, là. Vous pouvez pas la remettre en cinquième année du primaire. Donc là, j'ai dû faire des examens, je les ai passés. Donc là, ils ont dit, OK, sixième année. Ma mère a dit non plus, ça marche pas. Donc là, j'ai fait d'autres examens et je me rappelle encore quand je faisais ces examens-là, c'était d'un ennui. C'était c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires qu'on me demande? C'était tellement facile. Donc là, j'ai fait les examens, donc cinquième, sixième année, c'était hors de question parce que j'allais juste m'ennuyer, j'allais pas être stimulée et tout. Et c'est tout aussi risqué que de me mettre avec des personnes plus âgées et tout. Voilà. Finalement, ils se sont mis d'accord pour me mettre en secondaire 1, donc en sixième. Et on est arrivé au mois de mars, donc il restait comme 2 mois d'école. Donc on va dire que j'ai perdu 2 années au final. Donc voilà, finalement, j'ai fait mon parcours du secondaire ici. J'ai étudié dans une école très, très, très multiethnique. Je pense que c'est l'école secondaire la plus multiethnique du Québec. Si je me trompe pas, ça a peut-être changé, mais je pense que dans le temps, ça l'était. Il y avait une Québécoise dans toute l'école. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec elle. Elle est devenue comptable aussi, comme moi. Donc, ouais, c'était une petite anecdote comme ça. C'était très, très, très multiethnique. Il y avait de tout. C'était situé à Côte-des-Neiges. Ouais, voilà, petite parenthèse. Pour revenir à mon parcours au secondaire, alors moi, j'étais très impliquée. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe d'amis. On nous appelait les nerds, en fait. Donc, nous, on allait dans tout ce qui est journal étudiant, radio étudiante. Je faisais des concours de dictée. Je faisais... la semaine du français, c'est moi qui faisais le slogan. Bref, vous voyez, là, j'étais vraiment... je veux dire, les premières années, c'était facile. Genre, je veux dire, jusqu'à mon secondaire 3, j'avais comme 97 de moyenne générale, 95 de moyenne générale. Donc, l'école était quand même assez facile. Ça, à partir de secondaire 4 que ça a commencé à être difficile, ce qui a du sens parce que quand je suis arrivée, j'étais en secondaire 3. Donc, du secondaire 1 à 3, honnêtement, j'avais vraiment je veux dire, j'avais toujours au-dessus de, on va dire, 92% de moyenne générale et tout. À partir de secondaire 4, ça a commencé à descendre plus vers 90. Secondaire 5, on était 89, 90, 91. Donc, c'était toujours très bien, mais on voit vraiment que j'ai vraiment perdu du temps. En même temps, je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que j'ai vraiment rencontré un bon groupe d'amis qui m'a permis de ne pas me laisser influencer par les mauvaises choses de ce monde. Donc, on n'est pas tombé dans la drogue ou quoi que ce soit. J'ai jamais touché à la drogue de ma vie, jamais, alors que j'aurais très bien pu, vu l'environnement dans lequel j'étais, l'école dans laquelle j'étais, ça circulait, c'était présent. Donc, j'aurais très bien pu tomber là-dedans si j'étais tombée sur un groupe d'amis différent. Donc, je suis tombée sur un très bon groupe d'amis. Et souvent, juste une petite parenthèse comme ça, on pense que les écoles privées sont, on va dire, mieux en termes d'éducation. Mais l'école où je suis allée, on parle vraiment d'une école publique là, qui n'a pas tout le budget que les écoles privées ont. Mais le niveau d'éducation que j'ai eu, l'éducation était tellement... Vraiment, moi, j'ai vraiment rien contre l'école publique et souvent les écoles publiques avec des profs immigrants parce que moi, dans mon pays, l'école était vraiment beaucoup plus difficile qu'ici. Donc, on commençait plus tôt, on finissait plus tard. C'est vraiment plus exigeant. Ici, moi, quand je suis arrivée, ça a été un choc parce que j'ai trouvé ça très light comparé là-bas. Donc, souvent, les profs immigrants viennent avec cette rigueur que moi, à laquelle j'étais habituée, on va dire. Donc, du coup, j'ai pas trop senti qu'il y avait un énorme choc à ce niveau-là. Tout ça pour dire que l'éducation, vraiment, moi, j'ai pas eu de problème dans mon école publique qui était très multiethnique, autant au niveau des élèves qu'au niveau des professeurs. Ça s'est super bien passé. Bon, est venu le temps d'aller au cégep. Donc, je suis allée au cégep Bois de Boulogne et j'ai fait un programme qui s'appelle Sciences, Lettres et Arts. Parce que je ne voulais pas faire que les sciences de la nature, même si j'avais de très bonnes notes, on voulait que je fasse les sciences de la nature, c'est ce qui était logique pour moi. Moi, je savais que la biologie, tout ça, la physique, j'étais nulle, mais nulle. Quand je vous dis que j'avais 89% de moyenne, là, c'est à cause de la physique. La physique, ça baissait ma moyenne. J'étais nulle, je ne comprends rien de ce truc. Non, la réflexion, réfraction, tout ça, mais je comprends rien du tout et je m'en fous. Donc, donc voilà. Au moment d'aller au cégep, c'est ça. Donc, j'ai étudié en sciences, lettres et arts. C'est un programme comme sciences de la nature qui ouvre les mêmes portes. Et là, ma mère me dit, va faire médecine. Moi, la médecine, ça me dit rien du tout. Mais bon, je sais pas quoi faire d'autre. Donc là, je m'inscris en médecine, en pharmacie, en optométrie. Sur papier, ça va, j'ai les notes. Mais au moment de faire les entrevues ou les épreuves écrites, je me suis complètement plantée. Donc, je me suis retrouvée sur la liste d'attente de tous ces programmes-là. J'étais acceptée de nulle part. J'avais fait
j'avais fait une demande aussi dans un autre programme, genre un programme qui n'était pas contingenté, juste pour m'assurer d'avoir quelque chose. Je pense que c'était pharmacologie. Et puis là, au moment de m'inscrire, vraiment, j'ai regardé le programme de cours. Puis je me rappelle encore d'un cours qui m'a dit non. C'était, je pense, cytophysiologie ou quelque chose comme ça. J'ai dit, mais non, laisse tomber. Laisse tomber si tu veux que je tombe en dépression, tu me fais étudier ce genre de trucs. Laisse tomber, j'ai dit à ma mère, il est hors de question. Il n'y a aucun monde où j'étudie en pharmacologie, en pharmacie, en médecine, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, je suis même pas capable de voir du sang. Donc non. Donc là, je me ramasse à la rentrée. Rendu là, j'ai fini le secondaire à 15 ans, j'ai fait le cégep, j'avais 17 ans. Donc là, j'ai 17 ans, je me dis, qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai postulé à tous ces programmes-là. Bon, je suis sur la liste d'attente. On va dire que c'est mort. Les programmes où j'étais admise ne m'intéressent pas du tout. Pourquoi j'ai même postulé là-bas, je sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai parlé avec un ami du secondaire qui m'a dit, moi, je te vois en finance. Pourquoi t'es pas allé en finance? Et là, je me suis dit, ben, je sais pas. Ça m'est jamais venu à l'esprit parce que c'est pas quelque chose que mes parents ont déjà mentionné comme programme. Et puis, je sais pas, quand on mentionnait à l'école, ça me parlait pas nécessairement. Mais là, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis inscrite à l'UQAM en tant qu'étudiante libre en comptabilité. J'ai pris des cours de comptabilité, ressources humaines, finance. Et là, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai fini ma compta avec A+. Je me suis dit, OK, moi, je vais aller en compta. Donc là, je me suis inscrite au HEC pour faire le bac en administration des affaires. Et j'ai commencé en janvier. Donc, janvier, là, j'ai fêté mes 18 ans et j'ai commencé mon bac. Donc, tous mes 18 ans, mes 19 ans, mes 20 ans, j'ai fini en décembre de mes 20 ans, donc juste avant mes 21 ans. Et au début, je voulais m'inscrire en ingénierie financière. À la maîtrise en fait, mais j'ai vraiment aimé la compta sur le chemin et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'opportunités au niveau du travail en comptabilité, donc j'ai décidé de rester avec la compta. Et donc voilà, j'ai postulé en cabinet comptable pour faire mon stage. Donc là, j'ai réussi à rentrer dans un des Big Four. J'ai fait mon stage en même temps que je faisais mon DESS pour avoir mon titre comptable et tout. Bref, après ça, j'ai travaillé 2 ans en cabinet. J'ai fait le parcours vraiment typique là. Là, pour la petite histoire, l'audit, c'est pas mon truc. Je pleurais tout le temps. C'était des heures de fou. Tu commences à 7 heures, tu finis à 23 heures. C'est vraiment des heures de fou. Bref, je suis contente que ce soit derrière moi, mais c'était bien de le faire parce que c'est super beau dans un CV et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes par la suite parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui recherchent justement cette expérience-là. Donc voilà, là, je suis rendue à quoi? À 23 ans? Ouais, je suis rendue à 23, 24, où j'ai quitté le monde des cabinets et là, je suis allée travailler en entreprise. Donc, j'ai commencé comme assistante contrôleur toute l'année de mes 24 ans. Après ça, j'étais analyste financière senior et après ça, j'étais contrôleur financière. Bref, entre-temps, à 25 ans, je suis tombée enceinte de ma première. Bon, j'ai eu mon mariage traditionnel à 24 ans. J'ai rendu là, j'avais rencontré mon mari et tout. Donc là, à 25 ans, je suis tombée enceinte, on a acheté une maison, bref, vraiment le parcours typique auquel mes parents immigrants s'attendaient de moi. Vraiment, j'ai coché toutes les cases qu'ils voulaient, le mari, la maison, les enfants, tout ce qu'il faut, le salaire, la carrière, vraiment tout. Et là, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, je me suis dit, là, je vais faire ce que je vais faire. Là, je vais vraiment commencer mon projet. Voilà. Et là, j'ai fait une vidéo, je pense que c'est l'épisode 2 de la saison où je vous raconte comment j'ai commencé mes séries. Donc, au moins maintenant, vous pouvez avoir le avant de cette expérience. Alors, voilà un petit peu mon parcours de vie. C'est sûr que je suis pas entrée dans tous les détails parce que, bon, on est sur Internet, j'essaie de garder certaines choses privées quand même. Mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai vécues dans ce parcours. L'immigration, ça a été un choc. Je me rappelle qu'on est arrivé, quand on voyageait, en fait, on a pris Swiss Air, je crois, pour quitter le Cameroun, en fait, pour venir s'installer ici. Et ben, la raison pour laquelle, en fait, on est venu s'installer ici, c'est que ma mère, déjà, elle voulait pas. Ma mère, comme je dis, elle était prof, mais elle avait aussi une espèce de dépanneur, donc une petite boutique. Et honnêtement, on ne manquait de rien. Moi, j'allais dans un collège privé au Cameroun. On n'était pas riche. On habitait dans un petit appartement, mais on ne manquait de rien. Moi, j'ai jamais eu faim. On était, comme on va dire, dans la classe moyenne. Ma mère s'occupait très, très bien de nous et s'est toujours très, très bien occupée de nous. Mais là, mon père lui avait dit, ta fille est super intelligente, elle va finir son secondaire, qu'est-ce que tu vas faire avec elle?
quel avenir tu vas lui donner et tout. Parce que nous, on n'a pas de contact. Et au Cameroun, souvent, pour réussir, pour aller dans des sphères plus élevées, pour accéder à des postes plus élevés, il faut avoir des contacts. Moi, je viens pas d'une famille qui est haut placée ou quoi que ce soit. J'avais pas de contact. Et là, mon père a dit à ma mère, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Et c'est comme ça qui a convaincu ma mère de venir. Et je me rappelle, quand on était dans l'avion on a fait, je sais plus si on a quitté de Douala ou de Yaoundé, mais l'escale était à Zurich en Suisse et après ça, c'était de Zurich jusqu'à Montréal. Et je me rappelle à Zurich, j'avais tellement envie de pleurer. C'était beau autour de l'aéroport, je voyais les montagnes et tout, il y avait de la neige, c'était super beau, mais j'étais tellement triste de quitter mon pays, j'étais tellement malheureuse. Et quand on est arrivé ici, j'ai pleuré. On est arrivé dans un minuscule appartement, c'était un 3,5, donc une chambre, on était 5, donc 2 adultes et 3 enfants, on dormait tous dans la même chambre. C'était ghetto, mais à mort. J'étais déjà habituée à vivre dans un appartement, donc je m'attendais pas nécessairement à une grosse maison, mais là, c'était encore plus petit que ce qu'on avait au Cameroun. C'était, il faisait froid. Oh non, mais j'étais déprimée. J'ai été tellement déprimée au début et j'imagine même pas ma mère. Moi, j'étais jeune et j'étais déprimée comme ça, donc j'imagine même pas comment ma mère se sentait. Donc, ouais, on est venu vraiment de loin. J'ai commencé à me sentir bien quand mes parents, au bout de, on va dire quoi, 5 ans, ont fini par économiser assez pour acheter une maison. Là, j'avais ma chambre pour la première fois de ma vie. Là, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. C'était, ouais. Mais juste pour terminer rapidement sur ça, je veux juste dire à toute personne qui écoute cette vidéo, il y a personne qui veut quitter sa terre. Il y a personne qui veut quitter où il a grandi. Moi, j'ai quitté l'amour de ma vie qui était mon grand-père. Je suis sa première petite fille, son premier petit enfant. Lui et moi, on était comme fusionnels. Il m'aimait beaucoup. Et quand j'ai quitté le Cameroun, je l'ai juste revu 10 ans après. Et au moment où je l'ai revu, il avait l'Alzheimer, pardon, puis il se rappelait même pas de moi. Ça m'a brisé le cœur, mais en 1 million de morceaux. Mon grand-père est décédé aujourd'hui, paix à son âme, mais il n'y a personne qui veut quitter d'où ils viennent. Si on quitte, c'est qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de futur. C'est difficile. Donc, quand on vient s'installer ici, puis on se gèle le cul à -30, là, puis que vous nous dites de retourner d'où vous venez, on aimerait ça retourner d'où on vient, mais on ne peut pas parce qu'on s'est fait piller de nos ressources, on se fait piller de nos ressources. On n'a pas le choix si on veut avoir un futur. Mais sinon, il n'y a personne qui va quitter 30 degrés à l'année longue, de la bonne nourriture à l'année longue, quitter un environnement où tout le monde te ressemble, tout le monde est comme toi, où tu ne te fais pas juger juste à cause de ton physique avant même que quelqu'un t'ait adressé la parole. Il n'y a personne qui va vouloir quitter sa famille, quitter ses amis, quitter la terre de ses ancêtres pour venir se geler le cul à -30 et se faire dire retourne d'où tu viens. Donc, on veut retourner d'où on vient, mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour nous là-bas. On n'a pas le choix pour un futur meilleur pour nous, pour nos enfants. On n'a pas le choix. Donc, j'appelle vraiment à la tolérance. Euh, à la fin de la journée, on a tous une tête, deux bras, deux jambes. Je veux dire, on est tous pareils. La couleur de peau, c'est pas ça qui définit la personne que tu es. Bref, c'était mon petit, je sais pas si c'est un mea culpa sur la tolérance face à l'immigration. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si jamais c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire. Si toi aussi t'as une belle histoire d'immigration à raconter, je t'invite à la laisser en commentaire. Dans le prochain épisode, je te dis comment je fais face aux moments de doute quand les ventes ne sont pas au rendez-vous, quand les vues ne sont pas au rendez-vous et quand je suis complètement découragée. Comment je fais pour rester motivée et continuer à travailler sur ce beau projet qu'est Miss Iris Montréal. Alors, si cet épisode t'intéresse, je te dis à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi qu'on ne vit qu'une fois et que tu es le maître ou la maîtresse de ta destinée. Bye!